L'invité de ce Smart Impact, c'est Laurent de Gabriel. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, heureux de vous accueillir. Vous êtes le directeur général de l'IFA, l'Institut français des administrateurs. C'est quoi? C'est une association? C'est une association. D'abord, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Ravi d'être avec vous. Effectivement, c'est une association qui est un centre de réflexion sur les sujets de gouvernance des organisations et notamment des entreprises. Et donc, on essaie de réfléchir à améliorer la gouvernance, notamment des entreprises. Et cette réflexion est organisée autour de clubs et de commissions. 450 personnes travaillent dans ces clubs et commissions. 450 personnes de nos 3500 membres qui sont un peu plus engagés. Et on va réfléchir comment améliorer le fonctionnement, notamment du conseil d'administration, ainsi que les comités qui vont avec. Et ces administrateurs, pardon, vous interrompre, on les retrouve un peu partout dans le tissu économique français? Oui, on les retrouve dans tout le tissu économique français, à la fois dans les entreprises, dans les grandes et dans les petites. C'est mieux formalisé dans les grandes, un peu moins dans les petites, mais ils sont présents. Et on les trouve aussi dans tout ce qui est association, quelle que soit la nature de l'association. Donc c'est vraiment l'organisme de gouvernance extrêmement important dans le fonctionnement de l'entreprise et de l'organisation. Et à partir de cette activité de réflexion, découle une activité de formation. Donc on a à cœur d'augmenter la performance, j'ai envie de dire, des administrateurs et leur capacité à relever les défis des organisations dans lesquelles ils siègent. Et avec, évidemment, l'enjeu central dont on parle tous les jours dans notre émission, cet enjeu d'impact positif, d'entreprise régénérative. Enfin, on peut mettre tous les labels, tous les acronymes ou tous les noms. Quelle part ces enjeux prennent-ils aujourd'hui dans le rôle des administrateurs ? Une part très très importante. Une part très importante depuis déjà un certain nombre d'années, puisque il y a un paradigme sociétal qui est tout à fait différent, qui oblige l'entreprise à prendre en compte l'intérêt de ses actionnaires, ça c'était relativement classique, mais aussi l'intérêt des autres parties prenantes, et pas seulement les parties prenantes internes à l'entreprise, aussi celles qui sont à l'extérieur. Donc ça c'est le premier changement. Le deuxième changement, c'est obligé de le faire sur le temps long, donc de prendre en compte les impacts de l'entreprise sur son environnement, mais aussi l'impact de l'environnement sur l'entreprise. C'est ce qu'on appelle, en termes un petit peu techniques, la double matérialité, avoir l'effet dans les deux sens. Donc c'est quelque chose qui est absolument fondamental pour l'administrateur et pour le conseil d'administration. Il y a eu un mouvement réglementaire très fort qui a eu lieu, qu'on a un petit peu décrié récemment, puisque l'idée c'était de mettre en place un reporting extra-financier équivalent, la CSRD, la fameuse, un reporting extra-financier équivalent au reporting financier. Bon, ça a été fait de manière un petit peu précipitée, parce que quand on fait la comparaison, le reporting financier, ça fait 50 ans qu'on travaille dessus, le reporting extra-financier, ça fait seulement quelques années. Donc il était quoi? Trop compliqué, 800 pages, un peu épouvantail pour certaines entreprises, en tout cas les moyennes ou les petites? Il était effectivement un petit peu compliqué, parce que l'Europe a essayé de le faire rapidement, avec beaucoup d'indicateurs. La réalité en fait de ce reporting, puisqu'on a les premiers rapports de durabilité qui sont sortis en avril, montre que sur les 1400-1500 indicateurs qui étaient décriés, en fait, les entreprises en utilisent 400 à 500. Donc c'est beaucoup plus raisonnable, c'est un travail important, mais c'est beaucoup plus raisonnable. Et c'est fondamental pour l'administrateur et le conseil d'administration parce que ça lui donne et ça leur donne des informations tout à fait cruciales pour leur transformation. Et pourtant, l'Europe a appuyé sur le frein. Alors c'est lié au vote des électeurs aux européennes de juin dernier. Vous le regrettez? Vous vous dites c'est quoi? C'est simplement un petit retard dans la mise en œuvre? Non, je crois qu'il était important de prendre un petit peu de recul par rapport au mouvement de réglementation, de faire sûrement une pause. Et il faut que ça soit une pause transitoire, définition d'une pause, pour pouvoir rebondir et permettre de continuer sûrement de manière un petit peu apaisée, parce qu'il y a eu beaucoup de contentieux, de tensions, mais aussi de manière un petit peu plus efficace et rationnelle, et notamment permettre aux entreprises qui étaient de taille un petit peu plus petite, pour lesquelles l'effort de reporting était encore plus important, de le faire dans de bonnes conditions. Mais il ne faut pas que ça soit une pause structurelle, il ne faut pas que ça remette en cause à la fois l'obligation pour l'entreprise de se transformer et l'obligation pour les administrateurs, au conseil d'administration, de piloter cette transformation avec les équipes, bien sûr, opérationnelles. La gouvernance actuelle, telle qu'elle est mise en œuvre, elle permet d'assurer cette cohérence entre la performance économique, mais aussi environnementale et sociétale? Ou alors il y a des leviers d'amélioration quand même? Non, la gouvernance le permet. Ce qui était un petit peu manquant, c'était le reporting extra-financier, puisque vous aviez d'un côté des indicateurs financiers très précis. On était un peu dans le flou, quoi. On était un petit peu dans le flou. Maintenant, on a véritablement l'information, les leviers de l'information, et les parties prenantes, et notamment les actionnaires, peuvent avoir cette information. Donc, le conseil d'administration et les administrateurs ont à peu près tous les outils nécessaires pour pouvoir mener cette transformation.
il faut qu'ils s'en empèrent dans tous les sens du terme et il faut qu'ils puissent l'utiliser pour mener cette transformation. Est-ce que vous voyez de plus en plus, alors il y a évidemment des directeurs ou des directrices en charge de la RSE ou de l'ESG, mais est-ce que vous voyez ces enjeux de responsabilité sociétale, environnementale devenir de plus en plus stratégiques? Parce que finalement, vous avez un poste d'observation assez central. Oui, alors absolument. C'est des enjeux qui ont complètement intégré le conseil d'administration par différents points de vue. Et on avait fait d'ailleurs un certain nombre de recommandations, on a fait 9 recommandations là-dessus. La première, c'est que les administrateurs se forment à ces sujets-là, ils l'ont fait. Ensuite, il faut qu'ils puissent traiter ces sujets de manière tout à fait transversale. Donc on va de la stratégie jusqu'à la rémunération de l'équipe de direction, par exemple. Il est important que la performance de l'équipe de direction soit indexée sur cette performance durable. Et puis, c'est de plus en plus le cas. C'est de plus en plus le cas. Oui. Et puis, et vous le voyez très clairement avec des indicateurs de performance qui soient à la fois quantitatifs et qualitatifs. Et puis, dernier aspect, il faut organiser la gouvernance autour du conseil d'administration avec des comités ESG, des comités stratégiques qui prennent la forme ESG. Donc, tout ça s'est mis en place, se met en place. Il manquait ces indicateurs sont là. Et donc, des discussions dans le Conseil et le pilotage de la transformation va pouvoir se faire de manière beaucoup plus rigoureuse. Et c'est ce qu'on est en train de voir. Mais ce comité ESG, comment faire qu'il ne soit pas, vous voyez ce que je veux dire, un petit peu sur le côté, quoi. Bon, ok, d'accord, vous nous parlez de responsabilité sociale et environnementale. Ok, et puis on passe aux choses sérieuses. Effectivement, c'est un risque. L'obligation de reporting extra-financier est une responsabilité du conseil d'administration. Donc les enjeux ESG, s'il y avait eu une tentation qu'on n'a pas trop perçue de les cantonner dans un comité secondaire, reviennent de plein pied dans le conseil d'administration, dans sa discussion. Et à partir de là, il faut aussi voir que la responsabilité collective du conseil d'administration et l'obligation de diligence, pour reprendre un terme un petit peu technique, de l'administrateur est fondamentale. Vous parliez de formation. Quelle formation vous proposez ? Alors, on propose toutes sortes de formations, à la fois des formations certifiantes un petit peu longues qui permettent à un nouvel administrateur de mieux appréhender son rôle. Et donc, c'est des formations qu'on fait avec un certain nombre de partenaires académiques sur ces mois. Et puis, des formations un petit peu plus ad hoc sur des problématiques ou des situations, à la fois sur mesure et un petit peu standardisées. Donc, on a une quarantaine de formations au total sur notre catalogue et on forme sur certaines plus de 500 personnes par an. Avec des formations spécifiques sur les enjeux Évidemment. Et notamment sur la résistance au choc, parce que c'est aussi ça, l'enjeu des entreprises, c'est de se préparer aux aléas climatiques, etc., etc. Donc ça fait partie des formations ? Absolument, absolument. C'est véritablement ce principe de double matérialité. Quels vont être les chocs, pour reprendre votre expression, sur l'entreprise, de l'environnement, et ils sont nombreux. Quel va être aussi l'impact de cette entreprise sur l'environnement. Et il faut, et c'est ça qui est important, le mesurer à la fois en termes de risque, c'est un peu ce qu'on a à l'esprit, mais aussi d'opportunités. Il y a des possibilités de transformer votre modèle économique, votre offre de produits, votre offre de services, et c'est ça qui est important. Et avoir ces indicateurs extra-financiers va permettre de piloter beaucoup plus cette transformation et d'impacter directement sur la stratégie. Et c'est pour ça qu'il nous paraît intéressant, on a beaucoup parlé de la CSRD, comme vous l'avez dit, comme un exercice de conformité bureaucratique. Pour nous, c'est beaucoup plus qu'un exercice de conformité, c'est un exercice de transformation. Il faut positiver l'exercice, en fait, c'est ce que j'entends dans ce que vous dites. Exactement. Et on l'a bien vu, les entreprises, alors souvent des entreprises de taille plus importante qui étaient un peu plus préparées, l'ont pris dans de bonnes conditions. Celles qui étaient moins bien préparées, souvent de taille un peu plus petite, ont eu plus de difficultés. D'où le fait qu'on peut décaler le calendrier et que ça fait plutôt sens. Si on ne remet pas en cause la finalité de l'exercice et la dynamique qu'il y a derrière. Avec, effectivement, dans l'idée, on discutait de ça avec le patron de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Lui, alors, il porte ce modèle-là, mais lui, il dit que c'est même un gage de rentabilité supplémentaire. Est-ce que ça va jusque-là, l'intégration des enjeux de RSE à la stratégie des entreprises ? Ça peut aller jusque-là. Et assurément, à terme, ça le fera. Simplement, il peut y avoir une partie à court terme qui amène à sacrifier. Ça coûte d'abord de l'argent ? Ça coûte de l'argent en termes de reporting, parce qu'il faut mettre en place des équipes. Donc ça, il y a un investissement. Ça peut aussi coûter de l'argent si vous êtes amené à faire un certain nombre de choix douloureux, de réduire un certain nombre d'activités qui ont un impact défavorable sur... Mais c'est aussi porteur d'opportunités à terme. Et puis, en termes d'image de l'entreprise, d'interaction avec les parties prenantes, de recrutement aussi, parce que c'est aussi une préoccupation que les jeunes générations mettent très
très haut dans leur agenda personnel. Donc, il peut y avoir des coûts court terme, mais c'est très souvent porteur d'opportunités. Merci beaucoup Laurent de Gabriel et à bientôt sur Bismart for Change. C'est l'heure du débat de ce Smart Impact, la difficile mise en place des DPE, les diagnostics de performance énergétique.